Je suis sûr qu'il me prépare déjà quelques questions particulières. Donc, une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à certaines variables dans l'Early Goal Directed Therapy, c'est qu'en fait, elles sont également liées au mauvais devenir des malades. Et si on voit dans cette étude qui commence à dater, on l'admet, fait d'ailleurs un cathéter artériel pulmonaire, on voit que le temps passé avec une SVO2 relativement basse, le temps passé avec une pression artérielle basse, et puis aussi avoir une pression veineuse centrale élevée, sont des facteurs qui étaient associés avec un mauvais devenir chez ces patients. Et donc, le but de l'Early Goal Directed Therapy serait effectivement de prévenir le développement de ces signes d'hypoperfusion en essayant d'obtenir certains buts de réanimation au lit du malade. Et donc, grosso modo, ce qui était proposé dans ces packages, parce que c'est vrai qu'on va discuter un petit peu de package, c'est d'une part obtenir une pression de perfusion suffisante évaluée par une pression artérielle moyenne au-dessus d'un certain seuil, une SVO2 qui reflète l'adéquation entre la perfusion et grosso modo les besoins métaboliques ou les besoins d'oxygène au minimum, et également la pression veineuse centrale avec un niveau minimal pour s'assurer d'une précharge minimale et puis peut-être un niveau maximal à ne pas dépasser qui signe d'autres aspects, en particulier la dysfonction cardiaque. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne exactement? Donc, c'est clairement l'étude de Rivers qui a un petit peu rebalancé tout ça, et en particulier par l'aspect early, qui n'était pas couvert dans toutes les autres études du Goal Directed Therapy qui avait été faites jusqu'alors, qui était très fortement centré sur ce qui se passe en réanimation lorsque le patient est là depuis un certain temps déjà. Et l'étude de Rivers s'est intéressée effectivement à une optimisation hémodynamique basée sur la SCVO2 et principalement sur la SCVO2, et j'insisterai encore dans quelques minutes là-dessus. Leur design, ne l'oubliez pas, c'était des patients qui avaient une pression artérielle systolique relativement basse, inférieure à 90 mmHg, malgré l'administration de 30 ml par kilo de cristalloïdes en 30 minutes. Donc ça représente déjà quand même quelque chose qui est relativement agressif en termes de réanimation liquidienne, ou un lactate supérieur à 4 milliequivalents par litre, qui est aussi relativement élevé. Et ces patients étaient randomisés d'une part en traitement classique, qui était pression artérielle moyenne, pression veineuse centrale et diurèse. Et dans le Early Goal Directed Therapy, la même chose, mais avec en sus la SCVO2 qui était rajoutée. Et donc la seule différence entre les deux groupes, c'était la SCVO2. C'est pas pression veineuse centrale, c'est pas pression artérielle, c'est pas diurèse comme cible thérapeutique. Et un point extrêmement important, évidemment, pour l'époque en tout cas, c'était que ça se déroulait déjà en salle d'urgence. Alors, les résultats, vous les connaissez, et donc c'était effectivement une diminution extrêmement importante de la mortalité, qui était de l'ordre à 28 jours de 50% dans le groupe témoin, et qui descendait aux alentours de 30% dans le groupe interventionnel. Et cet effet se maintenait à 60 jours, il n'est pas regardé plus loin dans cette étude. Alors, sur quoi se basait-il? C'était effectivement, d'une part, une saturation artérielle qui voulait maintenir au-delà de 93%, un hématocrite au-delà de 30%, un index cardiaque qu'il manipulait éventuellement en administrant des agents inotropes, et contrôle global de la VO2, tout ça pour obtenir une SCVO2 qui devait être supérieure à 70%. Et cela résultait en différentes interventions qui sont un petit peu parfois synthétisées dans le package ici. Plus de liquide, on va le voir, plus de transfusion, plus de dobutamine et d'agents vasodilatateurs éventuellement, une sédation de la ventilation mécanique. Et il faut bien admettre d'autres facteurs qui peuvent jouer aussi, c'est que quand on connaît par définition la SVO2 dans un groupe et qu'on ne la connaît pas dans l'autre groupe, il est impossible de vraiment pratiquer du double aveugle, puisqu'on connaît la SVO2 de certains patients, et donc on peut avoir un biais qui pourrait être
un groupe, parce qu'on connaît sa SO2, qui attire plus de médecins pour se dire « Ah ben il faut faire quelque chose ici, comment on va le faire ?» Tandis que dans l'autre groupe, ben, bon, on suppose que tout va comme il faut et on continue comme ça. Mais un des facteurs qu'il faut probablement ne pas négliger, c'est l'aspect temporel. Et quand on parle des différences de traitement, je pense que ça vaut le coup vraiment de regarder cette table ici, qui nous montre clairement qu'effectivement, en termes de liquide, il y a beaucoup plus de liquide, près de 5 litres versus seulement 3 litres et demi dans les 6 premières heures dans le groupe témoin. Mais on se rend compte que ce qui suit après, dans les 7 à 72 heures, c'est l'inverse. Et donc, au total des premières 72 heures, on a exactement la même quantité de liquide dans les deux groupes. Donc, dire que Rivers résulte en donner beaucoup plus de liquide, ce serait faux, puisque, in fine, sur 3 jours, on a la même quantité de liquide qui va être administrée. En termes de transfusion, là, c'est clair qu'il y a une différence, puisqu'effectivement, il y a plus de transfusions dans le groupe interventionnel dans les 6 premières heures, mais même s'il y en a un petit peu moins dans les heures qui suivent, au total, des 3 premiers jours, on garde quand même plus de transfusions dans le groupe interventionnel que dans l'autre groupe. Pour les vasopresseurs, c'était la même chose dans les 6 premières heures, mais de manière intéressante, il résulte qu'il y a moins de vasopresseurs qui sont donnés par la suite, et au total, il y aura moins de vasopresseurs dans le groupe interventionnel que dans l'autre groupe. Pour les agents inotropes, ben donc il y a beaucoup plus effectivement dans les 6 premières heures, et puis ça s'équilibre plus ou moins, et en tout cas on n'a plus de différence significative dans les 3 premiers jours, même si c'est vrai que en termes absolus, on a quand même l'impression que c'est presque du simple au double, mais ça reste moins d'un patient sur 6 qui sera traité par agent inotrope. En termes de ventilation mécanique, ben vous voyez qu'in fine, il n'y a pas eu de grosse différence dans les 6 premières heures, mais par contre, peut-être suite à l'amélioration des patients, il y a moins de ventilation mécanique au total sur les 3 premiers jours. Et l'utilisation du cathéter artériel pulmonaire, c'est la même chose. Il y a en résulte qu'il y en a moins de cathéter artériel pulmonaire dans les 3 premiers jours dans ce groupe traité. Donc si on résume les différences, ben c'est vrai qu'il y a un peu plus de transfusion, mais pour le reste, c'est être agressif précocement qui permet au total, sur les 3 premiers jours, on donne à peu près la même chose, mais on va le faire de manière plus précoce que dans le groupe où on ne va pas mesurer les CO2. Et ça peut être important parce que quand on n'a pas beaucoup de données chez l'homme, mais des données ici chez l'animal nous montrent qu'une réanimation précoce permet de limiter l'expression de molécules d'inflammation par rapport à la même réanimation sur les mêmes objectifs thérapeutiques, mais retardée. Et donc, on a un lien là entre l'inflammation et l'hypoxie qui peut être assez intéressant. Et ils l'ont montré d'ailleurs dans une étude subséquente du groupe de Rivers, où on voit qu'effectivement, dans le groupe témoin, l'expression du TNF était beaucoup plus importante que le groupe Goal Directed Therapy. Et la même chose en termes de caspase. Donc, toutes des molécules où on a un effet tout à fait indifférent par rapport à l'hémodynamique a priori, sont effectivement différemment exprimées dans le groupe Early Goal Directed Therapy que dans le groupe témoin. Je pense que ça tend dans ce concept du lien entre l'hypoxie et l'inflammation, très bien décrit dans cet article de revue ici, et que peut-être qu'effectivement par nos manipulations hémodynamiques précoces, on va limiter l'hypoxie ou la corriger plus rapidement et limiter certains autres facteurs métaboliques qui auront un effet extrêmement délétère par la suite. Alors, il y a beaucoup de critiques par rapport à cette étude ou ces études, et en particulier que les critères utilisés n'étaient peut-être pas tout à fait les bons, et qu'au total, relativement peu de patients ont fait la différence, que c'était monocentrique, et donc il faut absolument d'autres études pour le confirmer. Et là, on peut dire que peut-être qu'effectivement, on n'a pas vraiment confirmé ça, puisqu'on a différentes études qui sont publiées par la suite et qui nous montrent ici 1350 patients aux États-Unis, pas de vraie différence entre le groupe traité et le groupe témoin. Même chose en Australie, où on voit que 1600 patients, pas de différence. Même chose en Angleterre, où on voit 1300 patients encore, pas de différence entre le groupe Goal Directed Therapy et le traitement standard. Et donc, dans les méta-analyses, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte qu'avec 3 grandes études de 1300 malades environ minimum, on va se retrouver avec les 330 patients de Rivers qui vont venir être dilués, avec au total pas de différence en termes de mortalité.
Donc on va dire qu'effectivement, on ferme la page, qu'il n'y a plus rien là derrière et qu'on peut oublier. Je pense qu'on peut vraiment se poser des questions et c'est ce que nous avons fait là-bas, ici avec Jean et Vincent, parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu apostrophantes dans ces différentes études. La première, c'est que quand on veut manipuler une variable, il faut que celle-ci soit déjà altérée au départ, sinon ça n'a pas énormément de sens de vouloir la corriger. Et si on regarde la variable, la CVO2 de départ, dans les 4 études, on voit qu'elle était normale dans les études récentes, en tout cas within target dans les études récentes, et pas dans l'étude de Rivers. Mais peut-être plus important encore, c'est qu'on se rend compte que de l'ordre de presque 80% des malades avaient une CVO2 dans l'étude australienne qui était déjà dans la cible, mais que par la suite, dans ces 20 et quelques pourcents de malades qui n'étaient pas dans la cible, ils n'arrivent pas à la corriger. Donc ils n'arrivent pas à améliorer la variable qu'ils veulent améliorer, puisqu'on se retrouve avec à peine 82% à 6e heure qui sont dans la cible. Donc ils ont amélioré cette variable qu'ils veulent améliorer seulement chez 4 à 8% des malades, c'est-à-dire qu'ils ont un protocole relativement inefficace pour corriger la variable à corriger. En termes de mortalité, il y a une énorme différence de mortalité dans le groupe placebo, dans les 3 études, et on peut se demander d'où ça revient. Et donc, évidemment, on va dire que le temps passant, on améliore tout, mais quand on regarde les critères d'amélioration, c'est pas évident. Et si on regarde la quantité de liquide qu'on a donnée, si tant est, on donne un petit peu moins dans les études récentes que dans les autres. On va dire, OK, on était mieux en termes d'antibiotiques, et ce sera le sujet du topo suivant, mais c'est vrai qu'en termes d'antibiotiques, dans les 6 premières heures, ce n'était pas exceptionnel dans Rivers, et c'était nettement meilleur dans les autres. Mais par contre, quand on regarde dans l'adéquation des antibiotiques, quand ils en donnaient, ils étaient nettement plus adéquats chez Rivers que chez les Australiens. Et donc, in total, si on regarde le nombre de patients traités par antibiotiques de manière adéquate, il est le même chez les Australiens que chez Rivers. Donc, c'est peut-être pas ça qui explique les choses. Or, peut-être qu'il y a un problème de sélection de patients. Et là, c'est clair que si on regarde la mortalité attendue par rapport aux études observationnelles de l'étude de Rivers, on est en droite ligne par rapport à ce qu'on trouve de par le monde. Par contre, dans les études australiennes, américaines et même l'étude anglaise, on est largement en dessous de la mortalité attendue pour la sévérité par rapport à leur lactate. Un autre facteur qui est extrêmement surprenant, c'est le nombre de patients inclus par mois, où on est à un demi-patient par centre par mois en Australie. C'est-à-dire que théoriquement, vous verrez dans votre centre 6 patients en choc septique par an. C'est peut-être pas la peine de faire toute une session sur le choc septique pour 6 patients que vous aurez dans votre centre au bout de l'année. L'autre aspect extrêmement important, c'est quand on regarde dans le supplément électronique de l'étude anglaise, quand est-ce qu'ils ont inclus leurs patients? Ils ont inclus le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ah non, pas le samedi, on fait les soldes. Pas le dimanche, on va regarder le foot. Si on regarde les heures, les heures, c'est la même chose. On inclut de 8 h du matin à 19 h. On n'inclut pas la nuit. C'est connu que le choc septique n'arrive jamais la nuit dans vos unités. Mais donc ça, c'est évidemment un problème. Pas tellement parce que les patients ils ont été traités la même chose dans les 2 groupes, mais quand on réfléchit, qui va prendre en charge les malades à 3 h du matin? Est-ce que ça va être Jean-Paul Mirat, Daniel Debacker ou Jean-Luc Teboul? Peut-être pas, ça sera peut-être un médecin un peu plus jeune. Et donc on peut se poser la question à ce moment-là, c'est peut-être plus utile d'avoir des guidelines pour dire on tourne à gauche, on tourne à droite, plutôt que quand c'est Jean-Paul Mirat, Daniel Debacker ou Jean-Luc Teboul. Et donc ça, c'est peut-être l'utilité de ces protocoles qui sont plus importants là. Et puis un dernier point qui, moi, m'apostrophe vraiment très fortement, que deviennent ces patients? Eh bien, on se rend compte que 20% des malades, ici, dans toutes ces études, ne vont pas en réanimation. Ils ont un lactate au-dessus de 4, ils ont une pression artérielle qui ne répond pas au remplissage, ils ont besoin de vasopresseurs. Mais non, ils vont aller en dermatologie ou en psychiatrie au bout de 6 heures. Ce n'est pas vraiment les patients en choc septique comme vous les entendez, on est bien d'accord. Donc les patients qui ont été inclus, il y a quand même 20% de ces patients qui probablement ne correspondent pas à ce que nous appelons un choc septique quand nous voulons traiter ces malades. Et donc, des très très bonnes études, mais au total, beaucoup de ces patients finalement étaient déjà dans la cible au départ. Quand ils n'étaient pas dans la cible, le protocole n'améliore pas leur variable qu'on veut modifier. On a une validité externe qui est assez limitée parce qu'effectivement, ils ont inclus peu de patients, très sélectionnés probablement,
et surtout en dehors des heures de traitement habituelles. Et donc, ça veut simplement dire qu'effectivement, il ne faut surtout pas l'appliquer à tous les patients sans aucune discrimination, mais est-ce qu'on peut réellement ne pas l'appliquer dans les autres conditions? Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, toutes les conclusions, je pense, de toutes ces études sont valides. Mais il faut probablement les remettre dans le contexte. Et donc, il ne faut sûrement pas l'appliquer chez les malades les moins sévères. Par contre, chez les malades qui sont plus sévères, on n'a aucune preuve en tout cas que c'est délétère, et peut-être qu'on a la place pour l'implémenter chez les malades les plus sévères qui ont en tout cas une SVO2 altérée et d'autres signes d'hypoperfusion altérés. Et là, il faudra aussi réfléchir quelles variables on veut exactement corriger, et peut-être que se baser sur la pression veineuse centrale, sa pression artérielle, etc., ne sont pas les meilleures choses que l'on peut utiliser au lit malade, et que peut-être utiliser des marqueurs de pré-charge dépendance, des marqueurs d'échographie, des gradients de PCO2, comme on les a mentionnés, sont des choses qui seraient peut-être un petit peu plus utiles que simplement les marqueurs qui sont déjà proposés pour l'instant. Mais pour l'instant, ce qu'on a surtout montré, c'est que le concept de l'early goal directothérapie a probablement un certain sens, et que ce n'est pas parce qu'on a quelques études récentes qui sont négatives qu'il faut jeter le concept. Il faut probablement mieux cibler les patients et mieux cibler les interventions. Je vous remercie.